Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté. Luc, dans les nombreux combats, les nombreux affrontements qu'on peut voir aux États-Unis sur la scène politique, mais il y en a peut-être un nouveau qui se rajoute à la carte, le Congrès et la Cour suprême qui pourraient se retrouver en opposition. Écoute, j'espère que c'est d'intérêt pour tout le monde. C'est le genre de sujet que j'apprécie beaucoup parce que on va au fond des choses quand on parle du système américain. On l'a vu par exemple, et le lien vient, on est dans le même contexte. On a vu ce que ça crée en Israël quand le pouvoir législatif tente, par exemple, de s'arroger beaucoup plus de pouvoir que ce qui lui est dû. Et dans le cas d'Israël, on interfère avec la Cour suprême. C'est pas la même chose aux États-Unis, mais on a ce bras de fer qui s'annonce entre le législatif, à tout le moins les démocrates qui sont au Congrès, et la Cour suprême. Et tout ça a été lancé par la volonté des démocrates de resserrer un peu les contrôles d'éthique sur la Cour suprême. On a deux juges, le juge Thomas et le juge Alito lui-même. Donc, les deux juges ont bénéficié de séjours, de cadeaux, disons, de contributions financières d'amis qui sont particulièrement riches. Donc, les démocrates ont dit, allons-y. Donc, jouons avec les questions d'éthique. On devrait dévoiler ce genre de dépenses-là ou de contributions. Et là, le juge Alito, qu'on entend relativement peu fréquemment, prend le micro et dit, vous savez, et c'est bien, le législatif n'a aucune espèce de revendication à faire. Le législatif n'a aucun droit sur la Cour suprême. Et peu importe qu'on soit pour ou contre les démocrates, qu'on soit en faveur ou contre les juges conservateurs, j'étais très étonné d'entendre le juge Alito sur ce sujet-là. Parce que quand on lit la Constitution américaine, il est très clair que le Congrès a le droit de modifier les règles à la Cour suprême. C'est dans le texte fondateur. Puis le juge Alito fait partie de ceux qu'on appelle des originalistes, donc ceux qui interprètent le texte dans le sens qu'on lui donnait à l'origine et non pas en fonction de l'évolution qu'il y a eu aux États-Unis depuis. Et je me disais, qui suis-je? Un, pour remettre en question le juge Alito, mais deux, comment se fait-il qu'il ignore ce volet ou qu'il fasse semblant d'ignorer ce volet? J'ai bien aimé, il y a une réponse d'un juriste qui a dit d'ailleurs au juge Alito, vous savez, si vous êtes neuf à la Cour suprême, c'est parce que le Congrès s'en est mêlé. Et il a tout à fait raison. Il n'y avait pas 9 juges à la création du pays. Les 9 juges, on les a ajoutés avec le temps, mais il n'y avait pas autant de membres sur la Cour suprême originelle ou originale. Donc, c'est intéressant comme débat parce que, ça montre qu'il y a un enjeu politique derrière ça, c'est certain. Ça nous montre aussi que la Cour suprême, il y a des questions d'éthique importantes et qu'on doit les confronter. Et 3, encore une fois, on n'a pas la même lecture de la Constitution, mais là, on n'en est pas à s'obstiner sur ce qu'il y a décrit entre les lignes, sur la volonté des pères fondateurs. On est en train de remettre en question ce qui est écrit noir sur blanc. Oui, et ça, c'est toujours, comme tu le dis, quand les trois pouvoirs, là, législatif, exécutif, judiciaire, là, commencent à se mêler les uns les autres, mais c'est là que ça peut devenir assez inquiétant, merci, là, pour des questions de démocratie. On fait bien de le suivre avec attention. Retour à la campagne électorale, ou du moins la pré-campagne électorale. On a Tim Scott en ce moment qui réussit à déstabiliser ses adversaires. C'est quand même peut-être un exploit considérant la brochette de candidats qu'on a là. Oui, voilà. Écoute, on en a peut-être 4 ou 5 là, qui ont plus de chances que les autres de se démarquer avec M. Ramaswamy, dont on a déjà parlé, qui est peut-être la surprise de cette campagne-là. Tim Scott, moi, j'en avais déjà parlé chez les Républicains. Ce serait un bon candidat comme Nikki Haley pour une élection nationale. Le problème de Mme Haley et de M. Scott, c'est comment fait-on pour sortir d'abord du Parti républicain? Il y a un nouveau sondage ce matin. Donald Trump creuse encore l'écart. 54% d'appui pour M. Trump. Donc, c'est drôlement impressionnant quand on dit qu'il y a peu de choses qui parviennent à l'ébranler ou qu'encore les accusations qui se cumulent contre lui nourrissent quelque part sa popularité. Écoute, il faut reconnaître les faits. Il est bien en selle. Il semble solidement installé en tête. Sinon, Tim Scott, ce qui le démarque, donc je disais, c'est un candidat qui performerait bien, je pense. S'il parvenait à sortir
contre Joe Biden, je pense que Tim Scott pourrait tirer son épingle du jeu. Quand on parle des indécis ou qu'on parle des plus modérés, Tim Scott, c'est cette valeur-là ajoutée qu'on irait chercher. Maintenant, chez les républicains, quand on lisait les commentaires pendant la fin de semaine, la fin de la semaine dernière et pendant la fin de semaine, Scott a une campagne qui est très différente de la plupart des autres candidats, pour ne pas dire de tous les candidats. C'est qu'il mène une campagne qui est essentiellement positive. C'est pas lui qu'on va entendre se lancer dans une surenchère sur des qualificatifs désobligeants à l'égard des adversaires, des charges à fond de train pour insulter ceux avec qui éventuellement il serait appelé à travailler parce qu'ils sont tous des républicains. Donc Tim Scott, c'est Monsieur Happy, c'est un peu comme ça, ou le Happy Warrior, donc le joyeux guerrier, c'est un peu le surnom qu'on lui a donné. Et c'était remarquable à la fin de la semaine dernière et en fin de semaine de constater à quel point toutes les campagnes ont réagi à Tim Scott. Dans un premier temps, Tim Scott, on en a parlé plus, Kamala Harris, il a été un des deux à réagir beaucoup aux nouvelles balises du curriculum de Floride sur curriculum scolaire, sur l'enseignement de l'histoire des Noirs et en particulier de l'histoire de l'esclavage. Et Tim Scott, moi, je l'ai déjà présenté comme étant la conscience du Parti républicain sur la question raciale. C'est souvent à lui qu'on demande conseil quand le parti s'exprime sur la question raciale. Et là, ben écoute, il a relevé l'évidence. Il a dit en anglais, il n'y a pas de silver lining, il n'y a pas de bon côté à l'esclavage. Tout ce que c'était déshumanisant. Il n'y a personne qui a tiré profit de l'esclavage. C'était du viol, c'était de l'abus, hein, c'était dégradant pour les gens qui y ont été soumis. Donc, ça a braqué les projecteurs un peu sur Tim Scott. Et c'était un des rares, j'appelle ça comme ça, mais c'est positif, c'était un des rares coups de gueule de sa campagne. Sinon, grosso modo, c'est misons sur le positif, sur ce que sont les États-Unis, puis mettez-moi aux commandes, puis on va profiter de ça et on va aller de l'avant. Alors, DeSantis a été particulièrement agacé, bien sûr, parce que la sortie le visait lui particulièrement, c'est le gouverneur de la Floride, mais Nikki Haley a mentionné le nom de Tim Scott, Chris Christie a mentionné le nom de Tim Scott. Donc, il fait le tour de toutes les campagnes, puis quand on parle de stratégie, on a dit « Oups ». On a joué beaucoup le jeu de Donald Trump. DeSantis fait même Trump sur la testostérone. Hein? Je peux être encore plus dur que Donald Trump. Et là, on se rend compte qu'un message positif, ça peut avoir des échos aussi. Et que c'est un style qui plaît à beaucoup d'électeurs. Alors, je dis pas que Tim Scott va être candidat. Je dis pas qu'il peut combler l'écart. Mais il est peut-être en train d'influencer, même modestement, la façon dont on va mener la course chez les républicains. Ouais, puis c'est rassurant un peu de savoir que c'est pas tout le monde chez les républicains qui est d'accord avec des mesures aussi stupides que de dire que l'esclavage, ça a eu des beaux bénéfices pour les esclaves qui ont appris une éthique de travail. C'est odieux et dégoûtant comme modèle, puis ça s'applique en Floride. Je suis rassuré qu'il y ait au moins un candidat qui s'exprime là-dessus contre ça. Vraiment, là, c'est... Dans quel monde vivons-nous en ce moment? Et on va continuer dans une mode qui se poursuit, celle où Donald Trump perd des procès, perd des procédures judiciaires, essuie des revers en cours. Je savais même pas qu'en ce moment, il y avait d'autres affaires pour lui au tribunal qui roulaient, qui sont pas des accusations criminelles. Voilà, ben écoute, il y en avait une. M. Trump vient d'être débouté, donc on ne se rendra pas à un procès. Et il voulait poursuivre CNN en diffamation. Et quel était le fondement? Ou que reprochait-il à CNN? Il reprochait à CNN de dire que Donald Trump entretenait the big lie, le grand mensonge. C'était un peu étonnant parce que, tu me diras, étonnant, non, considérant que ça vient de Donald Trump, ça pourrait se défendre comme point de vue. M. Trump lui-même parle carrément du big lie ou du big steal. Hein. Il s'est fait voler l'élection. C'était un mensonge, cette élection-là. Alors, quand on intervient, les différents commentateurs, surtout les analystes sur CNN, on reprend cette formule-là. Donald Trump nourrit le grand mensonge. Et j'ai bien aimé que la juge précise dans sa réaction en disant pourquoi elle rejetait la cause de Donald Trump, de dire, écoutez, c'est pas de la diffamation quand ça s'appuie sur les faits. Donc, non seulement on trouvait pas que le langage était abusif, mais en plus on disait, écoutez, ça s'appuie sur des choses, un, que vous dites, puis deux, qui se sont produites. On n'a pas arrêté depuis 2021, 2020 et 2021 de dire qu'il y avait eu un grand vol d'élections. C'est exactement la formule que reprend CNN. Donc, la juge ne dit pas, est-ce que CNN en a abusé? Est-ce qu'on va trop loin? Elle dit simplement, ce n'est pas ça, de la diffamation. Donc, Trump a été débouté sur toute la ligue. C'est une de ces nombreuses causes, en fait, où il n'a pas d'argumentaire à proprement parler,
mais quand même champion des procédures judiciaires. Dans ce cas-ci, c'était pas le cas, mais souvent, ça lui permet de prolonger donc des procédures, de gagner du temps. Sinon, ce matin, le troisième accusé allait fournir ses coordonnées et enregistrer son plaidoyer dans le dossier des documents classés secrets à Mar-a-Lago. C'est celui dont on avait dit tous les deux la semaine dernière, c'est celui à qui M. Trump a demandé d'effacer des preuves, donc des éléments à conviction, donc dans le vol. Donc, on avait des enregistrements vidéo des documents classés secrets puis de la circulation, donc, qu'il y avait à Mar-a-Lago. Trump avait dit à M. De Oliveira, tu vas aller effacer ces bandes vidéo, ces enregistrements, et le voilà devant le tribunal. Donc, on verra quelle va être sa réaction, quel plaidoyer il va enregistrer. S'il fait comme M. Trump ou qu'il fait comme l'autre co-accusé, il va plaider non coupable. Sinon, est-il prêt éventuellement à collaborer avec la justice? Ça pourrait être intéressant qu'ils viennent confirmer des choses que le FBI sait déjà, mais qu'on pourrait invoquer devant le tribunal. Alors, voilà, nouveau développement dans ce cas-ci. Troisième accusé dans le cas des documents classés secrets. Ouais, ça s'accumule, disons, les demandes au tribunal pour M. Trump. Ce sera bien intéressant, Luc, on prendra le temps de revenir une autre fois, entre autres, sur Kamala Harris, vice-présidente, qui, ces temps-ci, semble se réveiller, semble jouer du meilleur hockey, je vais le dire comme ça, travailler plus fort d'un coin. On aura l'occasion d'en reparler ensemble. Elle se place devant le filet, Alexandre. Merci beaucoup, Luc. Salut. Une bonne journée. Ne ratez plus rien.